optimiser ma politique d'innovation financée par la région Auvergne-Rhône-Alpes. Pour la thématique d'aujourd'hui, donc on a souhaité nous s'associer avec Audrey et Digital League. Merci Audrey. Merci. Tu veux que... Ouais, vas-y. Avant de laisser peut-être la parole à Daniel, juste quelques petits points techniques. Si la qualité d'écoute est pas géniale, on peut vous conseiller de nous rejoindre par téléphone. Donc, je viens de vous mettre dans le chat les numéros de téléphone et codes d'accès. Dans ce chat, vous avez la possibilité de poser des questions-réponses. Alors, si c'est technique, on y répondra au fur et à mesure. Et si c'est lié à la méthodologie, on laissera Daniel y répondre. Je vous remercie de votre présence. Je vous souhaite un bon webinaire. Et Audrey, si tu veux enchaîner, c'est à toi. Bienvenue à tous. Je me présente, Audrey Lecomte, Digital League des Deux-Savoies. On s'était dit avec Sandra que c'était intéressant de faire un partenariat entre notre écosystème digital, parce qu'on est un cluster d'entreprises digitales sur l'Auvergne-Rhône-Alpes, et de lier en fait les compétences et l'expertise sur le management et l'innovation au service de notre réseau. Donc, on trouvait vraiment pertinent de faire cette action ensemble, et je pense qu'il y aura d'autres actions dans ce format-là, donc on continuera à en faire à votre service. Voilà. Donc, on va maintenant laisser la parole à notre expert du jour, Daniel Lavigne. Alors, Daniel travaille pour les deux écosystèmes depuis quelques années et il est référent sur le programme lié au management de l'innovation depuis quasiment le démarrage du programme. Donc, c'est un expert sur lequel on compte. À toi, Daniel. On va donc Audrey et moi, on va disparaître du visu. Par contre, on reste là et on reprendra. On se remontrera en fin de webinaire. Merci à tous. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Merci Sandra de me mettre la pression. Donc j'ai pris le parti de ne pas me présenter, puisqu'en fait le sujet c'est de vous parler du marketing de l'innovation. Donc je préfère plutôt en fait qu'on se concentre sur des cas clients et des retours d'expérience en fait de projets sur lesquels on a pu travailler avec TESAM et puis avec la Digital League, en sachant que les retours seront surtout bien évidemment orienté par rapport à notre écosystème qui est l'industrie du logiciel. Donc une industrie qui je vous cache pas, qui est très créative, qui est très innovante, et à chaque fois c'est un vrai plaisir en fait de travailler sur ces projets-là. Alors je précise aussi souvent que le contexte, on est quand on travaille dans le cadre de mission PME sur un format donc qui est assez court, c'est-à-dire que les journées d'accompagnement sont limitées, je dirais, en nombre, ce qui est très bien, je dirais, pour déjà en fait commencer à travailler sur les projets. Et selon l'ampleur, je dirais, des dossiers, bien évidemment, ça nécessite parfois des travails, je dirais, complémentaires. Voilà. Alors, pour cette présentation, je ferai des tout petits rappels, mais je vous rassure, hein, donc l'objectif, c'est vraiment d'être très pragmatique en fait dans cette présentation et d'oublier un petit peu la théorie. Alors, je ne sais pas en fait dans quelle industrie vous travaillez chacun ou sur quelle typologie de logiciel. Alors, je voulais faire un petit clin d'œil, je dirais, je pense que vous le reconnaissez, hein, donc à notre ami Descartes, fait qu'on a un état d'esprit français, donc qui est très cartésien et qui est orienté principalement sur le moi-je. Alors que le marketing, c'est l'inverse, c'est l'art d'être choisi. Donc, on va devoir comment faire un exercice d'inversement finalement en fait de notre comportement et de travailler beaucoup justement sur l'écoute des clients, l'écoute des marchés, l'écoute des besoins, hein, puisque le marketing il est fait justement pour ça, pour être sûr qu'on ait des produits qui soient en adéquation, qui soient bien positionnés
Et donc le commerce, il est là pour vendre ce que l'entreprise a. Hein, donc le marketing, c'est de faire en sorte que l'entreprise ait ce que le client veut, alors que la vente, c'est faire en sorte que le client veuille ce que l'entreprise a. Donc il y a une grosse différence entre les deux. Alors si je vous fais un petit brief vite fait sur ce qu'on a l'habitude de voir. Alors, je ne vous cache pas qu'on a l'occasion de travailler avec des éditeurs où on a un travail de fond à refaire avec souvent des argumentations ou un positionnement qui est très trop technique. Finalement, l'important, c'est pas le code qui a été développé, hein, mais c'est surtout en fait d'avoir, je dirais, un produit qui corresponde véritablement à des besoins, à des usages et pas se faire simplement plaisir avec la techno. Donc on a un travail à faire de raisonnement à l'inverse et systématiquement notre argumentation va être de se mettre à la place de nos clients. Alors, en ce qui concerne les formes d'innovation, alors il y a différentes formes d'innovation, c'est-à-dire que on a en fait, des innovations qui sont poussées par la technologie. On va avoir, notamment dans le monde du logiciel, on le retrouve très fortement, en fait, c'est des innovations incrémentales. Donc, on va travailler sous forme d'itérations successives. On a des innovations plutôt, je dirais, comportementales dans les usages, dans les modèles notamment économiques. Et puis, on a bien évidemment des innovations de rupture. Par exemple, l'arrivée des téléphones mobiles a bouleversé quand même beaucoup, je dirais, la donne, en sachant que maintenant, nos utilisateurs ont vraiment l'habitude d'avoir en fait des applications avec certaines typologies d'ergonomie, certains parcours utilisateurs, qu'on a besoin de prendre en compte. Alors, bien évidemment, selon la typologie ou la forme d'innovation, c'est pas du tout en fait les mêmes moyens et puis finalement les mêmes risques qui vont être pris. Alors je voulais vous parler aussi comment dans certains contextes par rapport au projet. Donc on a des clients qui ont déjà une bonne idée en fait de ce qu'ils veulent faire, heureusement. Donc on a besoin de valider donc leur projet. Certains sont un petit peu dans ce que je vais appeler le marketing de l'incertain. Donc, je ne vais pas dire que c'est une sens divinatoire, mais on a besoin là de travailler justement sur des outils où on va notamment chercher à sortir un petit peu de la boîte, hein, finalement, et puis de les amener à changer de regard. Donc, on va utiliser donc des outils qui vont nous permettre finalement de diverger, hein, donc d'avoir en fait du foisonnement, de générer des idées, donc de collecter des idées, et puis derrière, c'est donc de se stimuler la créativité. Et puis après ça, on va chercher à converger. Donc on va donc approfondir, on va vérifier la cohérence par rapport, je dirais, par rapport à l'entreprise. On va décider de classer, de prioriser, et puis finalement donc d'arbitrer sur les innovations que l'on va retenir. Donc, dans ce marketing de l'incertain, on a souvent l'habitude d'entendre parler notamment de signaux faibles ou de scénarios dynamiques. Et donc, on voit aussi apparaître, ce qui est intéressant, là, des outils maintenant logiciels. Vous en avez un, par exemple, sur Grenoble. Alors, je ne vais pas citer le nom, on n'a pas travaillé avec eux, mais ce sont des outils qui finalement permettent, via notamment tous les apports en fait des algorithmes, du big data et de l'intelligence artificielle, de pouvoir travailler sur des gros volumes d'informations, de données, pouvoir en tirer en fait, je dirais des choses plus ou moins prédictives. Alors là, il faut faire attention, bien évidemment, en amont, il faut bien définir en fait ce que l'on cherche
Sinon, on risque d'avoir beaucoup de travail derrière, donc comment à faire sur la véracité en fait de comment des informations qu'on collecter et des résultats. Mais on a donc des choses qui bougent de ce côté-là et c'est très intéressant pour avancer dans le temps. Alors, en dehors de ce petit point, je souhaitais aussi vous repositionner le marketing de l'innovation finalement par rapport aux différentes formes de marketing, types de marketing que l'on rencontre à aujourd'hui. Tout ça bien évidemment, dans une optique de générer le meilleur, enfin d'avoir le meilleur positionnement possible sur le meilleur marché, comment identifier, et de mettre tous les moyens en place en conséquence. Donc traditionnellement, on parle de marketing d'études en amont. Ensuite de quoi on a le marketing stratégique, où là, on va bien définir et analyser les impacts, notamment en termes de notoriété, en termes d'offres, et puis pour générer des ventes. Et puis on a le marketing opérationnel, où là, finalement, on va retrouver tous les moyens qui sont mis en œuvre pour générer des leads entrants. Donc, qu'on soit clair, la com, la com se trouve au niveau du marketing opérationnel. Et derrière, on entend maintenant où on a beaucoup d'usages du type d'outils de marketing automation, de stratégie digitale qui est mise en place dans le d'inbound marketing ou d'outbound marketing, si on veut utiliser les termes anglo-saxons. L'objectif, c'est d'attirer les gens et des gens qui sont au maximum qualifiés. Hein. C'est pas d'attirer, je dirais, n'importe qui. Et déjà d'avoir, ce que j'ai représenté en vert ici, déjà un début de qualification pour aider finalement notre force de vente. Donc le marketing est là pour alimenter finalement faire la chasse, hein, donc pour alimenter nos équipes commerciales. Donc quand on parle de marketing de l'innovation, on va s'appuyer notamment sur tout un tas d'outils qu'on a déjà à disposition dans ces différentes formes de marketing. Alors, des outils, il y en a beaucoup, et je pense qu'il y en a beaucoup que vous utilisez déjà. Hein, donc, je peux en citer quelques-uns. Donc, il y a le Pestel, les forces de Porter, les matrices Ansoff, les matrices BCG, la matrice McKinsey, donc le Persona, etc., etc. Donc, il y en a beaucoup. Alors, je ne vais pas vous présenter tout ça. Hein, c'est-à-dire que moi, je vais vous présenter en fait la démarche qu'on a eu, nous, souvent, l'occasion d'utiliser et de pratiquer dans les projets sur lesquels on a eu l'opportunité de travailler avec TESAM et la Digital League. En sachant que finalement, je pense qu'il faut avoir beaucoup d'agilité par rapport à ça. C'est-à-dire qu'on est souvent dans des contraintes de temps. Donc, ce que attendent aussi les entreprises, c'est que par rapport à leurs ressources et par rapport à leurs objectifs, on arrive à avoir des résultats pragmatiques à court terme. Donc, si je reprends, donc je vais vous montrer quelques outils que vous pourriez utiliser dans le cadre de votre entreprise. Donc, je reviens juste sur en fait une petite définition du marketing de l'innovation. Hein. Donc, c'est finalement le marketing de l'innovation regroupe l'ensemble des techniques ou pratiques permettant de maîtriser les actions de lancement de nouveaux produits. Donc, bien veiller à ce que par rapport, je dirais, à ce nouveau produit, celui-ci soit viable sur le marché, hein, que ça corresponde à ce que l'utilisateur veut pour en fait faciliter leur adoption et la compréhension. Tout ça, bien évidemment, en s'assurant que techniquement, cela soit possible. Voilà. Donc, il y a beaucoup d'outils et finalement, par quoi commencer? Donc, je vais vous reprendre. Ben, ça dépend du contexte. C'est-à-dire que ça va dépendre du degré finalement
d'avancement de la réflexion au niveau des équipes. Et puis ça va aussi dépendre du degré de maturité d'une manière générale. Donc on représente souvent en fait le marketing de l'innovation de sous cette forme-là, c'est-à-dire que l'objectif, hein, donc ça va être vraiment d'analyser les enjeux et d'être bien clair sur la situation. Donc on a la plupart du temps et généralement, on va commencer par ce que je vais appeler un état des lieux. C'est-à-dire que ici, nous, on commence par justement diagnostiquer avec le dirigeant ou prendre en compte finalement toute la vision qu'on peut avoir de l'organisation. Donc la vision, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a déjà en fait tout ce qui est relatif à la vision interne, donc ce que l'entreprise a, donc comment elle est organisée, quelles sont leurs compétences, quels sont les technos sur lesquels elle travaille, quel est leur business model actuel, je dirais quel est c'est l'état de ses finances. Donc, on va travailler en fait sur ces différents points, et puis on va aussi prendre en compte tout ce qui est relatif à à l'externe finalement, dire sur quel marché il se positionne, avec quelle typologie de clients, comment ils travaillent, je dirais, est-ce qu'ils travaillent avec des partenaires, donc quelle est la concurrence. Donc là, en fonction du degré de maturité et en fonction donc des marchés ou de l'innovation qui est envisagée, on va avoir donc différents cas de figure. C'est-à-dire soit on a une innovation qui va se positionner sur un marché qui est relativement voisin. Donc, on va travailler, je dirais, sur des formes de pénétration du marché beaucoup plus intensive. Soit on s'adresse à un marché qui est nouveau, où là, on va avoir besoin de travailler en fait sur, je dirais, les nouveaux usages. Donc, on va avoir besoin de valider ces usages et surtout à qui et comment à qui ils s'adressent et comment on va pouvoir en fait les cibler. On a aussi le cas en fait d'offres, je dirais, incrémentales, donc qui est assez voisine, ou éventuellement une offre nouvelle qui vient en complément de notre gamme actuelle. Hein, donc un nouveau produit, mais qui se positionne toujours sur le marché actuel. Et puis on a le cas qui est le cas de le plus compliqué très clairement, où là on s'adresse à un marché nouveau avec une offre nouvelle. Là, donc le travail il est pas du tout le même. Hein. Donc on passe dans tous les cas de figure par cette étape donc d'état des lieux, où là dans les outils que l'on peut utiliser, hein, on a bien évidemment, je dirais, le SWOT que vous devez connaître. On va justement travailler et réfléchir sur les forces ou les points d'amélioration qu'on pourrait avoir en fait dans l'entreprise. Donc nous on a un SWOT qui est justement un petit peu dédié à l'industrie du logiciel. On va travailler aussi sur les menaces et les opportunités. Et tout à l'heure, en préambule, je parlais en fait de marketing, un certain de la certitude. Vous avez une forme en fait de SWOT qui s'appelle le taux. Donc c'est une matrice qui a pour objectif de croiser les forces et les faiblesses avec les menaces et les opportunités. Donc quand les organisations ont du mal à choisir des innovations,
cette forme d'outil, le taux, permet justement de mettre en évidence des actions par croisement des forces et des faiblesses et des menaces et des opportunités. Et par exemple, on pourrait combler une faiblesse en imaginant un nouveau service ou un complément à notre offre actuelle. Voilà. Alors, en plus donc, de cet outil SWOT, nous, on travaille aussi également avec les équipes des entreprises, beaucoup avec ce principe de cet outil de carte heuristique. Là, je vous ai pris un exemple. Ce qui est intéressant dans ce type d'outil, bon, ça c'est un petit outil qui s'appelle Xmind et qui est gratuit. Hein. Il y a du FreeMind et autres, c'est exactement le même principe. L'idée, c'est vraiment en fait de travailler sous forme d'itération et sous forme d'image. C'est-à-dire on va poser des choses et puis après, on va pouvoir éventuellement les réorganiser. Donc, dans le petit exemple que je vous ai présenté là, c'est le cas d'un des clients que je vais vous présenter après, où on a justement réfléchi de manière complètement libre finalement à son écosystème. C'est-à-dire qu'ici, on n'a pas du tout présagé en fait de comment qui étaient les clients, qui étaient les gens sur lesquels on allait pouvoir s'appuyer comme relais, par exemple comme les institutionnels hein, qui sont sur la partie gauche, ou éventuellement des gens qu'on pourrait utiliser comme prescripteurs, comme apporteurs d'affaires ou comme partenaires. On a cherché vraiment en fait à travailler en profondeur sur notre écosystème et à comprendre comment il fonctionnait. Donc, dans le cas en fait de ce projet-là, on a notamment, ça nous a permis d'identifier, à la base, on n'y avait pas forcément pensé, ça nous a permis d'identifier des partenaires qui pouvaient être, par exemple, des opérateurs en fait qui étaient dans la distribution d'énergie ou en fait des vendeurs dans la chaîne de valeur finale. Voilà. Ou des constructeurs et des équipementiers. Voilà. Et puis sur la partie droite, on a aussi commencé à réfléchir, vous voyez, sur des prescripteurs potentiels de notre solution. Donc, je vous invite à utiliser ce petit outil, ce genre de petit outil systématiquement en fait pour arriver à avoir une vision beaucoup plus imagée finalement de comment à la fois dans l'exemple que j'ai pris ici de l'écosystème, mais on l'utilise par exemple aussi pour arriver à bien formaliser des offres et les composantes de notre offre. C'est ce qu'on est en train de faire notamment sur certains dossiers en ce moment. Voilà. Alors, en dehors de cet outil, un exemple que dont je voulais vous parler, je ne sais pas si vous connaissez la société IPM qui se trouve sur Romans. C'est un cas assez intéressant. Donc, IPM est le leader en France de conception et de fabrication de bornes voilà, tactiles. Donc, c'est une société qui existe depuis de nombreuses années et qui a donc souhaité participer au programme Ambition Innovation PME il y a déjà quelques temps, 3-4 ans. Et à la base, on avait besoin de faire un travail de repositionnement, à savoir que ils étaient plutôt vus comme, je dirais, des concepteurs de bornes, un petit peu, je ne vais pas dire sur mesure, mais pas dans un cadre général, et le positionnement était pas clair. Donc, on a travaillé là-dessus et déjà, on a cherché à avoir une image, je dirais, qui correspondait je ne vais pas dire à l'ère du temps, mais on parle beaucoup depuis des années de SaaS, de DPaaS, de PPaaS, et donc nous, on a rebondé là-dessus. Tiens, on s'est dit finalement, on pourrait imaginer, inventer le CaaS. Donc, c'est comme ça qu'on est arrivé voilà, au kiosque as a service, donc qui permet d'avoir finalement une baseline assez représentative de ce qu'on est capable de faire. Et puis, dans l'exercice ici,
on avait besoin d'identifier des marchés, porteurs au niveau des bornes, en sachant que c'est un marché qui est assez concurrentiel et finalement des bornes tactiles, enfin des bornes, on en retrouve, je dirais, dans beaucoup de secteurs d'activité, c'est-à-dire que on en retrouve notamment, je dirais, dans les points de vente, dans les transports, quand vous avez par exemple des billets de TGV, si je prends que ce cas-là, vous avez en fait dans le monde de la santé, les cartes vitales, pourquoi pas dans le monde des télécoms. L'exemple qui est là, donc la société IPM fabrique maintenant les bornes pour l'opérateur téléphonique qui est cité ici, pour que vous puissiez récupérer directement sur une borne une carte téléphonique. Donc là, ça nécessite d'embarquer dans les bornes, en fait, notamment des moyens de paiement. Voilà. Vous avez aussi des cas où, je dirais, on peut retrouver les bornes comment dans les jeux hein, pour jouer, les Françaises des Jeux par exemple, même dans le ski pour récupérer vos forfaits ou dans les drives. Donc c'est difficile en fait de prédire quel est le marché qui va être le plus porteur. Et puis ils avaient aussi l'ambition de venir ou de faire du logiciel. Et ça paraissait quand même assez compliqué d'arriver finalement à maîtriser toutes les compétences métiers de ces différents secteurs d'activité. Donc, on est plutôt de partie dans la réflexion à se concentrer sur notre partie logicielle finalement où on était fort en fait, chez IPM, à savoir tous les logiciels en fait, qui permettent finalement de superviser les bornes, de suivre le trafic sur les bornes, de les maintenir en cas d'incident, ou d'avoir des interfaces au niveau en fait de la possibilité de navigation qui sont très épurées. Et puis on a mis en place finalement un système on a beaucoup travaillé sur je dirais la mise en place d'un écosystème et des partenariats. Et donc, ce qui a été un succès, puisque finalement, IPM a pu trouver un partenaire dans le monde de la santé qui connaît bien le métier de la santé et la manière dont dont on aborder en fait le parcours client sur les bornes. Ils ont trouvé d'autres partenaires sur les points de vente ou sur, je dirais, le ski, etc. Et puis, le travail également qu'on a fait à ce niveau-là, tant qu'à faire, on a aussi bien évidemment regardé, alors on va parler après de la concurrence. Nous, on aime bien, je ne vous le cache pas, ne pas rester en fait dans un contexte purement à l'écosystème français, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer, donc on regarde beaucoup ce qui se fait à l'étranger systématiquement. Et donc, on s'est inspiré aussi un petit peu de ça, en ayant un positionnement un peu différenciateur, pardon. On a restructuré complètement l'offre en termes de services associés autour de la solution. Et on a maintenant dans l'offre à la fois des bornes qui sont prêtes à l'emploi, qui permettent d'aller très vite sur leur implémentation. On a des services associés en fait, qui sont variables en fonction de la complexité des bornes. Et puis, on a toujours en fait, la possibilité de construire des bornes sur mesure. Voilà donc un petit exemple de l'apport en fait, du programme Ambition Innovation PME pour une entreprise qui avait besoin et qui se cherchait sur certains marchés et sur en fait, finalement la cohérence de son offre. Voilà. Si je continue dans ma présentation, il y en a un autre que je voulais vous présenter, c'est celui en fait qui correspond au petit X-Mine, à la caractéristique que je vous ai présentée avant. C'est une petite société, donc là on arrive dans un contexte par rapport à IPM. IPM c'est 60 personnes, hein, avec je dirais un marché qui est déjà bien présent, avec je dirais un certain montant de chiffre d'affaires en millions d'euros. Là, on a un cas complètement différent. C'est un petit bureau d'études. C'est deux personnes. Donc, ils se trouvent à Chambéry et ils ont une vraie expertise
à savoir en fait en termes de calcul de performance énergétique des serres agricoles. Alors, je vous dis, je n'avais pas encore vu cette typologie en fait, voyez, d'entreprise, et c'est ça qui est passionnant. Et donc, on avait un impératif en termes de délai, à savoir qui était qu'il y a un gros salon qui se passe, je dirais, aux Pays-Bas, qui s'appelle le Greenhouse, comment le salon Greenhouse, qui est relatif finalement à tout ce qui est énergie climatique, et il ne se déroule que tous les 2 ans. Donc on a eu une phase en fait justement de marketing de l'innovation et de lancement assez courte. Donc ce qu'on a fait à ce niveau-là, c'est qu'on a d'abord comment regarder le marché potentiel par rapport à ce qu'il voulait faire, parce que jusqu'à présent il avait en fait des outils et des algorithmes de calcul qui étaient essentiellement sur des tableaux Excel. Donc il voulait en faire un logiciel. Et donc finalement, on a positionné ce logiciel comme un service utilisable par le web, et non pas comme un produit pouvant se vendre en tant que tel. On a regardé le marché potentiel. Alors je ne vous cache pas que là, on est vraiment dans une niche qui est très particulière, avec si on reste sur le marché français, finalement très peu d'acteurs, hein. Donc on a là eu une réflexion élargie, c'est-à-dire qu'on a eu tout de suite un positionnement à l'international. Et le travail que l'on a fait sous forme de matrice, justement, c'est de bien comprendre comment réagissait le marché, où se situaient notamment les marchés prioritaires ou à fort potentiel, hein, c'est-à-dire que notamment dans l'implantation de serres ou la rénovation de serres agricoles. C'est des technologies qui sont assez pointues puisqu'il y a besoin de s'assurer que, en fonction de la région, en fonction de l'hydrométrie, en fonction de l'ensoleillement, on mette en place dans la serre tous les moyens qui vont être les plus optimisés en termes de chauffage ou de climatisation. Donc, quand on pense, je dirais, au marché potentiel, on pense tout de suite, par exemple, à l'Espagne, où il y a, en fait, je dirais, des cultures intensives, mais pas que, ça peut être le Maghreb, etc. Donc, on a fait un travail là, de compréhension avec le dirigeant, donc de compréhension du marché pour bien, en fait, arriver en fonction de critères qu'on a établis et à définir des priorités donc, sur les pays qu'on allait attaquer, parce que vu la taille de l'entreprise, c'est important d'arriver à faire en sorte de lancer le produit en adéquation avec les ressources très clairement internes. Donc on ne peut pas se permettre de partir tout azimut. Donc on a fait un vrai travail de quantification, de segmentation, de priorisation de pays, comme je le disais. Et on a utilisé là aussi des outils comme le Pestel pour en fait par pays pour comprendre comment chaque pays fonctionnait, où là on avait plus de chances de pouvoir avoir des chances de succès au niveau du lancement de l'offre. Avant de vous présenter autre chose, bien évidemment, il ne faut pas se tromper, c'est-à-dire que sur le positionnement donc qu'on va mettre en place, donc c'est de vraiment bien identifier les cibles, donc de faire un ciblage, notamment sur les attentes de chacun, d'identifier au niveau de ce ciblage qui vont être les early adopters, hein, donc on a aussi des gens qui sont plutôt conservateurs, pragmatiques, et aussi d'arriver finalement à savoir quel va être le rôle de chacun. Donc, on a un travail ici en profondeur, bien souvent, sur la segmentation pour avoir une communication future de l'offre adaptée à chaque besoin client, qui vont être différents en fonction des segments et qui vont être différents aussi en fonction finalement des personas que l'on va adresser. Voilà.
Donc, pour arriver à travailler sur les besoins et les attentes, on a vraiment un gros travail là d'écoute client qui peut se faire sous différentes formes. Donc, si on a des clients déjà actuels, bon, on peut arriver à les questionner sur leurs besoins, sur leur usage. Après, sur d'autres projets, il nous arrive de pratiquer donc des formes de sondage. Alors au niveau des sondages, il y a différentes solutions, hein. Je pense que vous connaissez par exemple les Google Forms. Alors bon, oui ou non. Donc à bien vérifier d'ailleurs je pense que ça pose quand même un problème sur ce type d'outil sur la pertinence en fait de l'échantillonnage. Nous, on a pu le voir en fait sur 2 projets actuellement où on est plutôt passé par avec les équipes dirigeantes, par des équipes spécialisées, des cabinets spécialisés, où là, on a vraiment en fait des utilisations, notamment de méthodes de quotas, des méthodes d'échantillonnage, qui nous permettent d'avoir des résultats qui sont plutôt très fins et très pertinent. Voilà. Donc il y a des outils de sondage, il y a comment on peut compléter ça par des interviews. Nous, on a eu l'occasion dernièrement pour des projets dans le bâtiment, même d'aller faire des visites sur le terrain pour voir comment ça se passe. Et puis, je voulais aussi vous parler donc, du design thinking, où là, on a une approche aussi qui est vraiment qui est innovante hein, depuis quelques temps, avec des outils adaptés qui est centré sur l'humain, donc qui correspond vraiment à l'optique du marketing, de l'innovation, à mon sens, où on a l'objectif, c'est d'arriver notamment par des ateliers de co-construction, hein, donc du story mapping, à définir comment les grandes étapes avec les utilisateurs. Donc il y a une vraie démarche de collaboration à ce niveau-là pour concevoir en fait des produits et des services innovants. Voilà. Donc là, on a des outils maintenant qui nous permettent même d'aller jusqu'à des phases de maquettage assez avancées, sans même commencer les développements, pour s'assurer que finalement, nos applications correspondront bien, je dirais, aux besoins qui ont été identifiés, aux attentes de nos clients et puis les priorités à donner. Voilà. Donc, alors, j'ai une première question qui arrive. Je vous propose qu'on aille jusqu'au bout pour arriver à les synthétiser à la fin. Donc, justement, pour vous donner des projections. Donc, je reviens par rapport à ça. D'ailleurs, le dossier que je vous présentais avant, vous voyez que en termes de résultats, la démarche a duré, pour répondre à la question, hein, donc la démarche a duré à peine 6 mois où finalement ils ont pu présenter et lancer leur offre à l'occasion de ce salon. Et d'ailleurs, ils ont obtenu un prix d'excellence lors de ce salon, donc aux Pays-Bas. Voilà. Je vous présenterai un autre cas de figure juste après. J'avance un petit peu. Alors, dans le positionnement, on a aussi cette phase finalement d'analyse de la concurrence. Donc j'ai pris cette image, je pense que vous connaissez, hein, donc du monde à brûler truand, où le monde se divise en 2 catégories. Hein. Il y a ceux qui ont un pistolet chargé et puis ceux qui creusent. Donc là, on pourrait dire, il y a ceux qui innovent finalement, qui assurent leur avenir. Et je pense qu'on est bien dans ce contexte-là au niveau de l'industrie du logiciel, sous forme d'itération permanente. Ne pas finalement se diversifier, c'est prendre le risque d'avoir un produit qui va mourir. Et puis on ne sait jamais en fait d'où la concurrence peut venir. Hein. Donc c'est important de faire de la veille, d'anticiper et de regarder ce qui se fait à l'extérieur. Donc c'est pour ça qu'on regarde nous souvent ce qui se fait à l'étranger, parce qu'il nous dit que un concurrent du jour au lendemain, pourquoi pas allemand ou américain, ne va pas chercher à s'implanter sur
notre propre marché. Voilà. Donc, oui, de se décider à cibler, c'est une des grosses difficultés donc principales de nos clients. Ce qui est aussi une des grosses difficultés, c'est arriver finalement à prioriser aussi des actions. On est toujours confronté à ce problème finalement de mise en adéquation des ressources qui sont à disposition. Donc, il est très important d'avoir la vision du dirigeant et comment il se positionne dans les années futures pour être sûr qu'on mette comment on met en place une solution innovante qui soit en adéquation. Voilà. Donc, on a des priorités, voilà, donc à insuffler. Et ce qui est important, c'est d'arriver finalement à obtenir un consensus par rapport à ça. Donc, c'est un dialogue permanent qu'on va instaurer avec les équipes. Alors, quand on travaille sur les concurrents, il y a beaucoup de projets avec lesquels on réfléchit avec la stratégie Océan Bleu. Donc, là aussi, je pense que je ne vais pas la détailler, je pense que vous la connaissez. L'idée, c'est vraiment finalement de sortir d'un environnement qui est très concurrentiel, où les entreprises vont se battre après, où ça va tirer l'offre vers le bas et on va se battre en fait sur les problèmes de prix. Et on va chercher à se positionner dans un monde meilleur où on arrivera justement à avoir un produit qui est dont la valeur perçue est bien différenciante. Donc à ce niveau-là, on utilise nous un outil, donc une matrice dont je vous présente ici. Là, c'est un exemple aussi d'un petit éditeur qui travaillait dans des outils de modélisation en 3D. Donc, cet exemple-là, on a d'abord fait un travail d'identification par rapport aux besoins justement de nos clients. On a fait un travail d'identification de fonctions qui paraissaient essentielles pour eux, voilà, en termes d'usage. Et puis ensuite, alors je vous montre pas tout dans le détail parce qu'on a d'autres matrices qui est vraiment détaillées par concurrent, qu'on a segmenté là aussi en sachant on était en face de concurrents avec des offres gratuites ou des concurrents avec des offres, je dirais, beaucoup plus lourdes. Donc, on a fait une moyenne et puis finalement, on a regardé au niveau de l'outil quel serait en fait le positionnement différenciateur. C'est celui que vous avez en bleu qui est ici. Alors, on reparlera tout à l'heure de la notion de tarif. Ouais, qu'on l'a pas mis en bas pour une simple raison, c'est que le tarif, on peut le prendre en compte, mais je pense pas que ce soit en fait le critère principal. Hein. Donc, ce qui est important, c'est la valeur perçue. Donc voilà un petit exemple aussi d'outils qu'on a l'occasion d'utiliser dans certains cas. Alors, tiens, aussi, si on parle de valeur perçue, finalement, donc ça nous amène c'est ce qui nous amène à bien préciser justement être clair sur la proposition de valeur. Hein. Donc c'est voilà, est-ce que je vais offrir quelque chose, enfin, c'est quelque chose qui brille ou est-ce que c'est un vrai diamant naturel. Donc voilà, donc ça peut être très différent. Et donc là, dans les outils, on a reformaté un outil qui s'appelle le Value Proposition de Canva. Donc on l'a reformaté et là l'objectif c'est d'avoir finalement une proposition de valeur qui soit très courte et très facilement compréhensible. Donc là, dans le cas de l'entreprise que je vais vous présenter avant, donc là, on a défini qu'Ortinergy était un service web de calcul de simulation prédictif énergétique de serre. Voilà, tout simplement. Il s'adresse donc à toute structure, dans tout projet d'implantation ou de renouvellement de serres agricoles en France et à l'international. Voilà. Donc, une fois qu'on a travaillé sur cette proposition de valeur,
On fait un travail là de réflexion sur le comment sur de mettre. Alors vous voyez on a les différents segments qu'on va adresser. Donc là, on a fait ce travail de manière générique et souvent on va le détailler beaucoup plus en profondeur par segment. Là, on se met à la place du client où on va dire, ben voilà, quelle est la problématique de nos clients, quels sont les gains qu'ils souhaiteraient, je dirais, obtenir. Donc, sans présager du tout de la solution qu'on va mettre en place derrière, ou quelles sont les peines qu'ils souhaitent, je dirais, résoudre. Donc, on travaille en fait sur ces aspects-là. Donc, puis après, en termes de segmentation dans le détail, et puis en termes de persona. Et puis, voilà, on regarde, je dirais, sur la partie gauche, dans un deuxième temps, bah, comment justement on va être créateur de gains pour eux, avec quelle, je dirais, avec quelle offre de produits, de services, comment on va répondre, je dirais, en termes d'antidouleur à leur peine par rapport à l'offre qu'on va décliner sur le marché. Donc, c'est un autre outil que l'on peut utiliser. Et puis, ben, je parle aussi comment du business model Canva. Là aussi, c'est intéressant, le business model Canva. C'est que ça permet aussi d'avoir une image après le travail qui a été fait en amont, finalement, du business model qu'on va décrire avec l'entreprise. Donc, on repart en fait de la proposition de valeur qui est centrale, hein. Et on va chercher à voir comment on va adresser les différents segments clients qui sont sur la droite. Donc, quelle est la relation qu'on va établir avec nos clients et avec nos prospects? On va chercher donc à savoir aussi, bien évidemment, bah, comment on va, je dirais, par quel canal de vente, je dirais, on va travailler avec eux. Ça va être en direct, via le web ou via des partenaires. Et puis, sur la partie gauche, on se concentre justement sur les ressources dont on va avoir besoin, donc comment les partenaires qui semblent, je dirais, importants à avoir, et puis la structure à la fois de coûts et les revenus financiers. Donc cet outil-là est, comment je trouve, pertinent aussi pour comprendre comment précisément l'entreprise va gagner de l'argent et créer de la valeur. Donc ce que je vends, auprès de qui, de quelle façon, dans quel but, avec quel bénéfice. Si on en vient au modèle économique, la définition du juste prix. Alors, comme je disais précédemment, donc il est important de travailler en amont sur la proposition de valeur, c'est-à-dire que c'est en fait on pense c'est la valeur perçue qui va par les clients, hein, qui va guider en fait la mise en place de notre modèle économique. Alors, en sachant que, alors je ne vais pas détailler ici les méthodes qui nous permettent de travailler sur le modèle économique, parce qu'il y en a, je dirais, il y en a plusieurs, hein, méthodes de calcul. On pourrait réfléchir d'avoir un prix par rapport au prix de revient de l'innovation, par rapport donc au pourcentage que l'on pense, je dirais, de la part de marché qu'on souhaite avoir. On peut le définir par rapport, je dirais, à la concurrence. On va se positionner de manière cohérente, peut-être par rapport à notre offre globale, si on a une offre additionnelle. Donc, on va réfléchir à tout ça. Là aussi, je pense en sachant que ce qui est important, c'est d'avoir le maximum de flexibilité et d'adaptation, surtout dans notre monde de l'industrie du numérique où finalement, des modèles, il y en a pléthore. C'est-à-dire que nous, on a vu, pour avoir eu l'occasion de travailler avec des gens dans le jeu vidéo, notamment il y a 10 ans, il y a 10 ans dans le jeu vidéo, la règle était générale d'avoir en fait des jeux gratuits et ce qu'on appelait du free-to-play. Maintenant, depuis plusieurs années, on a vu arriver ça dans le logiciel avec des notions de gratuité, de freeware. Bon, la notion de gratuité, j'aime pas trop parce que si on fait tout gratuit, le gratuit, ça n'a pas de valeur. Donc, ce qui est important, c'est peut-être que dans certains cas de figure, justement pour arriver finalement à maîtriser notre cycle de vente, on va peut-être avoir une offre gratuite, mais
sur peut-être un périmètre réduit pour derrière faire de la vente additionnelle, hein, ou de la vente indirecte sous des autres moyens que ce soit. Donc l'objectif, là aussi, dans certains cas de figure, c'est que pour une offre innovante, on n'a pas de référence, on n'a pas de clients, je pense notamment aux startups, hein. On a besoin d'acquérir les premières références. Donc c'est tout ça qu'on va prendre en compte pour arriver à définir finalement le juste prix adapté aux attentes de nos utilisateurs. Et puis je reparle là aussi international, c'est-à-dire que dans la définition du modèle économique, il nous paraît important de réfléchir aussi à la localisation, c'est-à-dire que il n'est pas sûr qu'on puisse avoir le même modèle tarifaire, quel que soit en fonction des pays dans lesquels on veut aller. Il y a des fois où on peut se permettre d'avoir un modèle qui est un prix supérieur. Et puis il y a certains marchés, en fonction en fait du mode de fonctionnement local, on va avoir besoin d'avoir un prix au plus juste de ce qui se fait sur le marché. Voilà. Il nous arrive aussi, par exemple, d'avoir là je donne des exemples, hein, des prix où on est même plus sous forme d'abonnement, c'est-à-dire qu'on est, on est sous forme d'abonnement même saisonnier, c'est-à-dire qu'en fonction par exemple de l'ouverture de magasin, on pourrait avoir, je dirais, un prix où en fait le client ne paye pas si le produit n'est pas utilisé, ou si par exemple si des serveurs au niveau des structures d'hébergement ne sont pas actifs. Donc là, il y a beaucoup d'imagination aussi à avoir sur cette notion de modèle tarifaire. Voilà. Dans le cas précédent de la société dans le calcul énergétique, là, on est parti plutôt sur ces formules de PAC, puisque finalement, ils ont besoin les clients finaux, de pouvoir simuler des équipements dans les serres agricoles. Donc, on est parti sur des notions de PAC par projet et nombre de scénarios, voilà, avec aussi des principes d'abonnement annuels. Autre exemple que je voulais vous présenter justement par rapport à une question qui a été posée, hein, sur la projection qu'on peut avoir sur ces cas qui sont présentés. Donc il y a 2 ans, on a travaillé avec une société qui est dans le Nord-Isère, toujours dans le programme Innovation PME, donc une société qui s'appelle IMA, qui est spécialisée dans le lean management pour la construction. Donc c'est un bureau d'études, ils sont maîtres d'œuvre, et petit exemple que je vous donne là que j'ai sur le visuel qui est en fond. Ils avaient l'habitude jusqu'à présent d'utiliser le lean management pour optimiser les temps finalement de livraison des chantiers. Et à titre indicatif, par exemple, ils ont travaillé en tant que maîtrise d'ouvrage sur le stade de l'Olympique Lyonnais à Lyon, qui a été rendu finalement 2 mois à l'avance de la fin des travaux, grâce notamment à la méthodologie qui est utilisée derrière. Donc, ils arrivent à avoir entre 30 et 50% de réduction de temps en travaillant sur ce qu'on appelle sur du planning géotemporel. Et l'objectif était finalement de transformer leur méthodologie, qui était à base de Lean, donc de post-it, hein, donc avec des ateliers de co-construction, et d'en faire une plateforme complètement dédiée, qui s'appelle Timothy. Donc dans la phase de travail avec Fabien et l'équipe, c'est de nouveau dérouler ce que je vous ai présenté tout à l'heure, hein. Donc c'est compréhension, faire un état des lieux de qui sont l'offre, le marché, à qui il s'adresse, de bien cibler tout ça. Et dans le ciblage en fait que l'on a fait là aussi,
Donc, on a cherché à identifier notamment les early adopters, ou tout du moins en fait dans leurs clients, quels seraient ceux que l'on pourrait comment utiliser, comment un petit peu en bêta-testeur, si j'appelle ça comme ça, j'aime pas trop le terme, et finalement qui nous permettrait de bien valider là aussi les besoins et les usages et de prioriser tout ça dans ce qui a été fait, puisque derrière à partir du travail qui a été fait en termes là aussi de proposition de valeur, de ciblage, de marché potentiel, et donc de prioriser les actions. Donc il y avait un besoin, bah tiens, je vois une question là au passage, vous pouvez nous parler du critère de recrutement des pilotes. Voilà, bah ça a été un des critères, donc de pouvoir travailler avec des clients référents. Bon, en l'occurrence, là ici, c'est des clients comme Bouygues, hein, ou comme Eiffage. Donc c'est quand même pas des petites structures. Et puis de les faire participer à cette phase justement d'éco-conception. Voilà. Ensuite de quoi, là, donc il a été décidé en fait de créer une structure à part, hein, donc qui s'appelle Timothy, d'avoir des ressources dédiées à ça, puisqu'ils n'avaient pas. Là aussi, c'est une des difficultés qu'on peut rencontrer, c'est que ils arrivent d'avoir des projets où finalement on n'a pas de. Enfin, en interne, il y a besoin de sensibiliser à ce qu'est l'industrie du logiciel et de bien comprendre ce qu'il faut mettre en place en termes d'organisation. Donc, dans le cas présent, ils ont pu s'associer avec une structure qui avait un outil qui était complètement complémentaire au leur en termes de logistique sur les chantiers. Donc, ils ont créé cette structure et on a optimisé donc toute la phase de lancement. Donc, on a fait une roadmap très clairement, comme un roadshow, pardon, un roadshow avec des clients 6 mois à l'avance pour leur montrer des prototypes, les faire participer à la roadmap et à l'évolution des produits, ce qui fait on a pu, bon, en plus de ça, donc l'entreprise a été sélectionnée au CES de Las Vegas début 2019. Donc, on a pu lancer le produit à ce moment-là en version française et en version anglaise. Et il a eu un succès assez immédiat. Et donc, ils ont notamment, là, ils génèrent plusieurs dizaines de cas euros de chiffre d'affaires. Ils ont des leads qui arrivent régulièrement tous les jours et ils viennent de réussir aussi une levée de fonds puisqu'ils ont plein d'idées en termes d'itération successive sur leurs produits. Voilà. Donc voilà un autre cas de client. Alors je voulais aussi vous parler de cas d'abandon parce que c'est vrai que on peut avoir des cas, alors des cas d'abandon. Je peux pas citer les noms parce que c'est pas véritablement des cas d'abandon, c'est-à-dire que le projet il est validé, il est différé, je dirais, il est dans les cartons ou il est dans les tiroirs où il y a un retard d'allumage, on appelle ça comme on veut. Moi, ce que je constate, c'est que bien souvent, ces cas-là, on les rencontre plutôt en fait sur des innovations de rupture. C'est-à-dire que je vais citer le cas d'une société qui est plutôt spécialisée à l'origine dans de l'impression avec de l'emballage, vous voyez. Donc c'est vraiment, je dirais, en plus dans un marché très particulier. Donc là, on est en B2B, sans compétences internes au niveau logiciel, donc ce qui est une difficulté. Donc on est vraiment passé par toutes les phases pour valider le projet en fait de l'équipe dirigeante qui souhaitait se positionner sur un marché complètement différent, non seulement différent, mais en plus de ça en B2C. Donc ce qui nécessite aussi, je dirais, d'autres moyens. Donc, on est passé par des phases de sondage, des phases là aussi d'écoute du marché, en fait, de ciblage, de segmentation, de choix de cibles de prioritaires, de clients pilotes. Donc, comment le projet a eu un bon écho. C'était plutôt très positif puisqu'on est allé jusqu'à monter un dossier de financement qu'on a déposé auprès de la BPI, qui a été accepté. Vous voyez, donc on est allé vraiment jusque-là. Donc on a fait tout ce travail et finalement ce qui a fait peur à l'équipe dirigeante, c'est qu'on se positionnait sur
un marché vraiment très, très différent, sans compétences internes et à ce niveau-là, ça nécessitait de mettre en place quand même des moyens ou des équipes complètement différentes. J'ai un autre exemple aussi que je peux citer là, c'est dans l'industrie mécanique, où il y a une très forte pénurie de recrutement, comme à beaucoup d'endroits finalement dans l'industrie, où il y avait donc un projet de plateforme, que je vais appeler de collaborative, très aussi particulière pour optimiser finalement en fait toutes les ressources de cette typologie d'entreprise qui travaille. Donc là, on n'était pas positionné sur un autre marché, on était vraiment sur le même marché avec des extensions possibles. Mais on s'est vite aperçu quand même que c'était un secteur qui était où les usages n'étaient pas forcément encore dans l'air du temps, à savoir avec des esprits finalement collaboratifs ou de co-participation sur des projets, plus la difficulté de ne pas connaître aussi le métier de l'industrie du logiciel et des budgets aussi qui auraient été nécessaires de mettre en place pour arriver à développer ce type de plateforme. Voilà, donc c'est des cas en fait d'abandon, oui, qu'on peut rencontrer, ou en fait de cas où finalement l'innovation elle est repoussée, où les gens où les organisations, les entreprises préfèrent en fait se concentrer sur des choses qui sont en moins rupture et se diversifier de manière différente ou tout du moins en minimisant finalement les risques voilà, qui vont être pris. Je vois qu'on arrive presque sur la fin. Je dirais qu'en termes de conclusion, je pense que c'est très important d'arriver donc à vraiment avoir instauré cette culture de pensée systématique en interne dans les organisations à tous les endroits. Hein. C'est pas que le marketing, c'est au niveau de la R&D, au niveau des équipes de développement logiciel. Donc, le bien leur faire comprendre que on fait du logiciel parce que ça correspond à un besoin, par exemple, ça répond à un marché, qu'on a pris des décisions par rapport à ça à la lumière du marché, que c'est très important de travailler sur le meilleur parcours d'utilisation possible, d'autant que donc, comment maintenant les utilisateurs sont habitués à avoir des applications mobiles hein, avec des interfaces de ce type-là. C'est des choses, donc le marketing de l'innovation qui permet, à notre sens, vraiment d'arriver à développer de manière systématique cette notion d'écoute dans l'organisation. Voilà. Donc, je vous invite à peut-être utiliser certains dispositifs d'ambition PME pour là aussi réfléchir donc à cette notion de diversification. Je pense que la vraie question peut-être à se poser, c'est comment est-ce qu'il faut se diversifier? C'est plutôt quel est le risque de ne pas se diversifier, plus exactement. Je voulais finir en fait pour vous présenter un dernier cas d'accompagnement. Alors c'est pas un cas qu'on a eu dans le cas de l'ambition innovation PME parce que ces gens-là ne se trouvent pas sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. En l'occurrence, il se trouve sur Nice. Je voulais vous en parler parce que là aussi, je pense que c'est important d'arriver à rester finalement aussi en veille sur les outils qu'on pourrait utiliser pour valider en fait des innovations. Et là, c'est une société qui s'appelle Epic & Poc, hein, qui travaille sur tout ce qui est justement logiciel d'expérimentation client. Et c'est un outil, finalement, c'est un logiciel. Donc là aussi, on a travaillé sur la culture d'industrie de logiciel parce qu'ils font beaucoup de projets en mode, je dirais, en mode spécifique pour des clients, notamment en fait des gens qui sont équipementiers dans l'automobile.
Et donc le travail qui a été fait, c'est là aussi de bien définir l'offre et les premières cibles à atteindre. Parce qu'on s'aperçoit que leur outil, qui est intéressant, c'est que, en gros, je ne vais pas trop le détailler, mais on repart en fait de contraintes que l'on peut avoir au niveau industrie finalement, et que l'on va remonter au niveau en fait de l'expérience client pour avoir finalement pour arriver à passer d'une vision marketing à des prototypages et à faire en sorte que le prototypage il soit presque prêt à être industrialisé. C'est-à-dire qu'on ne fasse pas du prototypage pour faire du prototypage et faire du jetable finalement. Mais là, l'idée, c'est vraiment d'arriver à prototyper, à maqueter des comportements pour pouvoir faire en sorte derrière qu'on puisse avoir une véracité au niveau de la technologie que l'on pourrait utiliser derrière. Donc là, le projet, d'ailleurs, il a été présenté pas plus tard que la semaine dernière sur les réseaux sociaux. Là, en l'occurrence, pour un constructeur automobile, l'outil nous permet véritablement d'adapter l'habitacle de la voiture. Voilà, c'est chez Renault, hein, très clairement, sur la manière de pouvoir le configurer, cet habitable, ou de pouvoir faire en sorte que l'environnement interagisse en fonction de la personne qui va se trouver dedans. C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer voilà, que Sandra elle aime bien tel type de musique avec telle lumière d'ambiance dans l'habitacle, ou que son siège se retourne dans la voiture. En appuyant sur un bouton, on pourrait avoir toutes les composantes finalement, tous les équipements qui interagissent pour lui livrer une expérience complètement personnalisée. Et ça va même jusqu'à assez loin, parce que sur la partie droite, en fait, la voiture, on pourrait même imaginer que finalement la taille de la voiture puisse être flexible en fonction de la route sur laquelle les routes que l'on va pratiquer. Donc elle va peut-être s'allonger ou se réduire, par exemple. Donc voilà, je trouve ce genre d'outil là aussi assez novateur qui nous permettent vraiment de remonter donc au niveau de la vision, au niveau du marketing au niveau du marketing de l'innovation, à expérimenter des choses pour aller finalement le plus vite possible, parce que les cycles se réduisent de plus en plus. Pour ceux qui sont éditeurs de logiciels, je pense que vous le constatez en permanence, hein. Donc un logiciel, il faut vraiment le lancer, je dirais, au bon moment. Trop tôt, c'est pas bon, trop tard, c'est fini. Et la concurrence, là aussi, va très vite et perd pas de temps. Donc on a toujours besoin d'être en veille et de travailler systématiquement, voilà, je dirais, des innovations. Donc plutôt être proactif à ce niveau-là, plutôt que d'être trop passif. Voilà. Je voulais en finir, je dirais, avec cette présentation sur sur ce dernier exemple. Je vous remercie, moi, de votre écoute. On reste à disposition avec Sandra et donc Audrey pour vos questions ou les réponses que vous auriez complémentaires à celles que vous avez déjà posées, ou je pense avoir répondu. Donc n'hésitez pas à revenir, à revenir vers moi. Pour info, donc vous avez mon adresse email qui est en bas. Sachez que nous aussi, on innove aussi en permanence avec les outils qu'on peut utiliser. Et donc, c'est important qu'on puisse à chaque fois travailler avec des clients, justement, des cas complètement différents, parce qu'on a des retours qui peuvent être très, très différents selon la typologie des logiciels et des marchés qu'on va attaquer. Donc, cette expérience, on a prévu aussi d'en faire profiter l'écosystème. Je pense que prochainement, on va lancer une médiathèque innovante avec notamment avec un outil d'un des projets sur lesquels on a travaillé
donc qui permettra d'aborder différentes thématiques, que ce soit du marketing, du commerce, de la R&D, du management et autres. Voilà. Merci en tout cas à vous. Avez-vous des questions, Sandra, Audrey? Allô? Oui, je viens de me reconnecter. Sandra, Est-ce que vous voulez faire un complément par rapport à l'approche? moi, c'est tout bon. J'invite vraiment les gens à poser des questions. C'est le moment. Donc, voilà. Sandra. Non, la petite question, c'est moi qui l'avais posée parce que ta présentation, Daniel, était très très riche avec de nombreux exemples. On voit finalement que le marketing de l'innovation, il est crucial pour pas se tromper de Oui. business model Très clairement, très clairement, oui, tu as raison. Enfin, alors là, on a un format qui est assez court, en 1 heure. Voilà, c'est de vous présenter. Je peux pas vous présenter en détail la plupart des outils qu'on utilise. Je crois qu'à chaque fois, c'est vraiment rester dans cet esprit de comment permanente voilà, de recherche, de veille, de réflexion, de confrontation que l'on peut trouver sur des marchés. Et comment ce marketing de l'innovation, ce que je disais en finalité, il me semble important de l'inculquer de manière générale dans les organisations. Voilà. Et du coup, ma question, elle s'adressait aussi aux participants dans tous les exemples fournis par Daniel. Est-ce que vous avez réussi à vous projeter est-ce que vous avez eu à travers des exemples reconnu des situations auxquelles vous avez pu être confrontés, par exemple? Ah, il y a Pascal qui nous écrit. Oui. Et pareil, si vous pensez mettre en place des actions chez vous, n'hésitez pas à les partager aussi suite à cette intervention. Oui. Alors, petite info, Audrey, comme je ne sais pas si tu en as parlé, je me souviens plus si tu en as parlé au début. Actuellement, en fait, dans le programme Ambition Innovation PME, il y a en fait un outil Flash qui a été mis en place par la région, voilà, qui permet d'avoir, enfin, je pense que c'est une demi-journée qui est financée à 100% par la région et qui permet finalement d'avoir déjà une première phase de réflexion. Voilà. Et puis après, la Digital League aussi met en place tout un tas d'outils. Comment je pense aux webinars qui sont montés systématiquement, comment ou aux groupes de travaux qui sont présentés dans les différentes antennes qui me paraissent aussi très intéressants à la fois du marketing, de la stratégie digitale, comment du déficit technique qu'il peut y avoir au niveau des produits. Donc on a vraiment, je pense, un écosystème qui est très riche au niveau de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et pour travailler avec des entreprises dans différentes régions, comme celle que je citais tout à l'heure sur Nice, ou même à l'étranger, en Suisse, en Belgique, au Québec, qu'on ne retrouve pas forcément. Donc là, il y a une vraie dynamique, je trouve, qui est du, du secteur. Tout à fait. Ce qu'on vous propose peut-être donc pour poursuivre notamment avec Audrey et puis Daniel parce que tu as fait la transition avec les programmes. Donc juste pour rappel, ce webinaire donc a été proposé dans le cadre de ces fameux flash financés 100% par la région et on a choisi parmi notre liste de webinaires d'en faire un avec Digital League spécifique pour vous éditeurs de logiciels. Il faut savoir qu'avec Digital League, on a
enfin depuis assez longtemps en fait, on collabore. À l'époque où Digital League était le cluster Edit, on avait monté des groupes spécifiques éditeurs de logiciels sur le programme qui s'appelait à l'époque Innovation PME. L'idée qu'on a avec Audrey, hein, c'est de vraiment poursuivre cette dynamique de rapprochement et vous offrir à vous, éditeurs, encore plus de services. Donc, on a envie de continuer à monter des groupes spécifiques autour du programme de management de l'innovation et notamment sur le volet marketing commun pour vous. Donc, ces programmes sont financés par la région. On a différents modules qui sont possibles. Aujourd'hui, on a fait un focus sur le volet marketing de l'innovation parce que ça nous semble être l'un des modules qui vous intéressent de façon prioritaire. Donc, il faut en résumé, c'est si vous voulez vous travailler sur vos business models, être sûr de mettre en place la bonne politique de prix, le bon modèle, la bonne innovation, bien faire les compléments produits, offres de services, et que vous voulez que Daniel vous accompagne sur ces sujets-là, n'hésitez pas à revenir vers nous. Le programme est déployé sur toute la région. Je vous ai mis ici les contacts dans les différents départements. Et ce qu'on propose avec Audrey pour ce groupe spécifique, c'est peut-être de revenir prioritairement soit vers elle, soit vers moi, ou les deux, pour qu'on puisse creuser votre besoin, creuser votre problématique et vous orienter le mieux possible. Merci Daniel pour cette présentation. Merci Audrey, si tu veux. C'est moi qui vous remercie. C'est moi qui vous remercie tous. Merci à tous aussi d'être venus et n'hésitez pas à en parler aussi à d'autres collègues éditeurs de logiciels pour qu'on puisse avoir d'autres interventions et puis qu'on puisse avoir des partages d'expériences riches sur le sujet. Donc, on pourra refaire d'autres actions vraiment éditeurs de logiciels. Donc, n'hésitez pas à en parler aussi autour de vous. Voilà. Merci en tout cas et puis au plaisir de travailler sur vos différents projets si c'est le cas. Moi, je continue toujours à apprendre plein de choses. Super, merci à tous et bon après-midi, bon appétit et profitez bien de cette journée. Au plaisir. À bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.